Bonjour Gulénaz. Comme la dernière Bonjour fois, Adélaïde. bonjour. La dernière fois, on a eu une petite discussion avec l'un de nos médecins. Ici, aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec toi, qui est juriste chez nous, parce que cette semaine, on aborde les violences intrafamiliales. Et donc, je t'ai demandé un peu ce que toi, tu avais envie de dire à tes clients, aux personnes qui viennent au planning, et quels sont les premiers réflexes à avoir lorsqu'on est dans une situation de violence. Alors, avant toute chose, parce que je sais que tu y as un petit peu pensé, je vais te présenter quand même. Donc, tu t'appelles Gulénaz et ton nom de famille, c'est Senjis Bernier. Et tu es avocate au barreau de Mons, mais aussi et surtout, c'est pour ça que tu es là, tu es juriste au planning familial, et donc tu as des consultations juridiques tous les lundis, et ce depuis 10 ans chez nous. Donc ça fait plus longtemps que moi que tu es là. Alors j'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent que en fait il y a toujours un axe juridique dans les plannings familiaux qui vous entourent dans vos régions. Simplement nous on a une avocate, parfois c'est une juriste et ça suffit amplement à donner tous les conseils qu'il faut en situation de violence. Voilà, maintenant je te laisse un peu la parole. Dis-nous ce que tu as un peu à dire par rapport à tout ça. Donc, les violences intrafamiliales, vous devez savoir que si vous êtes victime, que ce soit homme, femme, enfant, d'une violence, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, il faut absolument faire des démarches. Donc, il ne faut pas rester comme ça chez soi à cogiter. Les premiers réflexes à avoir si vous avez des violences, enfin si vous êtes victime de violences physiques, c'est d'abord de contacter la police. Je pense que c'est la première chose à faire. Maintenant, je peux comprendre que certains aient des difficultés ou craignent de contacter la police. Alors, au moins, c'est d'aller voir le médecin traitant et en parler avec son médecin traitant ou bien le service des urgences. Il y a toujours un médecin qui est là. C'est aller pouvoir en parler, pouvoir déposer en tout cas ce qui s'est passé pour qu'il y ait au moins quelque chose qui soit indiqué, qui soit écrit. Parce que les violences physiques, forcément, vous avez soit des traces ou pas de traces, mais au moins vous êtes dans un état de transe qui fait que le médecin serait capable à ce moment-là de recueillir l'information et au moins de le noter. Donc, je pense, pour moi, le premier réflexe à avoir, c'est la police. Si vous craignez la police parce que voilà, c'est trop de chipotage psychologiquement parlant, alors à ce moment-là, c'est au moins aller chez votre médecin traitant ou aller au service des urgences pour pouvoir déposer et avoir un certificat médical en ce sens. Même si tu n'en On fais peut pas, avoir, pardon, même si tu n'en fais pas quelque chose directement, au moins tu l'as, au cas où, si plus oui, tard tu te décides, quoi. voilà. Parce que j'ai déjà pu constater, en tout cas dans le travail que je fais depuis plus de 20 ans, c'est que certaines femmes ou certains hommes ont des certificats médicaux à répétition, peut-être 3, 4, 5, et c'est seulement après qu'on décide d'aller porter plainte, parce qu'on peut ça. On peut avoir, par exemple, sur l'année, 2, 3 certificats médicaux, et après, à un moment donné, de dire stop, je ne veux plus de ça, je ne veux plus vivre comme ça, et alors on va déposer plainte. Et à ce moment-là, vos certificats médicaux, vous comprenez bien que c'est vraiment un outil très important, parce que ça va être des pièces maîtresses pour pouvoir continuer dans la procédure. Et le parquet pourrait se dire, tiens, cette femme a été ou cet homme a été victime de violences conjugales et c'est seulement maintenant qu'elle porte plainte parce que la plainte va être valide à ce moment-là, elle va être recevable. Mhm. Et justement, je t'avais dit, est-ce que tu peux dire la différence entre une main courante et une plainte? Est-ce que on peut quand même parler à la police sans forcément que directement la personne accusée soit convoquée? Donc à la police, il y a ce qu'on appelle le service d'aide aux victimes. Donc c'est un service où il y a des psychologues qui sont formés en tout cas pour recueillir ce type d'informations. Et ce qui est bien, c'est une main courante, pour moi, c'est ils prennent une information, ils notent l'information dans un dossier, mais il n'y a pas de numéro de PV. Parce qu'un numéro de PV, c'est quand on porte plainte, donc le dossier va porter un numéro de procès-verbal, et ce numéro de procès-verbal-là, comment vais-je dire, la réglementation veut qu'on y réserve une suite. Donc l'inspecteur qui va recevoir cette plainte va nécessairement convoquer l'autre personne, donc l'auteur des faits, pour demander aussi sa version des faits, ce qui est normal parce que c'est ce qu'on appelle la procédure contradictoire, c'est-à-dire, bon, bah, je vais déposer mon paquet, mais c'est normal que l'autre soit entendu aussi par rapport aux faits que moi j'énonce. Ça, c'est ce qu'on appelle une plainte.
Mais dans un premier temps, on peut juste aller faire une petite main courante en disant, voilà, il s'est passé ça, 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 je viens déposer mon paquet, mais dans un premier temps, je voudrais que ça reste au frais dans l'attente de voir un peu comment ça va évoluer. C'est possible de le faire. Mais attention, comme je le dis, il vaut mieux toujours avoir, quand on va faire une main courante, avoir un élément objectif en main. Par exemple, le certificat médical, ce serait vraiment l'idéal, ou bien le médecin traitant qui rédige une attestation en disant que ce jour-là, vous avez été en consultation et que vous étiez en état de panique suite à des événements qui se sont produits. Donc voilà. Et parfois, attention au service des urgences, vous pourriez aussi demander, c'est demander au médecin par rapport aux constatations physiques sur le corps, par exemple, voir si le récit de la victime correspond en tout cas aux violences subies. Parce que là aussi, il peut y avoir des abus. Hein. Mais certains médecins peuvent bien dire, par exemple, si la bonne femme elle a un œil au beurre noir, le médecin pourrait dire, oui, effectivement, madame a bien dit qu'elle avait bien reçu un coup et ça correspond en tout cas aux constatations que je réalise ce jour. D'accord. Et donc, en fait, même si on n'a pas de traces physiques et que voilà, ça arrive très souvent que ce soit de la violence psychologique, on peut aussi aller déposer son paquet, comme tu dis, que ce soit à la police ou aux urgences. En fait, on peut aussi constater qu'on est dans un état psychologique limite, quoi. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu avais, toi, des choses auxquelles tu avais pensé, d'autres choses ? Oui, par exemple, donc dans mon quotidien, j'entends beaucoup de personnes qui disent voilà, je suis victime de violences conjugales, mais j'ai peur de partir de la maison parce que si je pars de la maison, je suis fautive ou je suis fautif. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est une idée préconçue qui règne un peu partout, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le simple fait de quitter le toit conjugal ne veut pas dire qu'il y a un abandon de famille ou un abandon de toit conjugal, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, la notion de faute n'existe plus. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens parce que c'est vraiment difficile à faire comprendre. Ça ne va pas. Même si on n'est pas victime spécialement de violences physiques ou psychologiques, ça ne va pas. On décide de se séparer, alors on quitte le toit conjugal. On part, on va juste à la police peut-être dire bon voilà, à partir de tel jour, telle date, je quitte le toit conjugal suite à une mésentente que j'ai avec mon mari ou avec mon épouse. C'est tout. On s'en va. Maintenant, attention, il faut pas généraliser non plus parce que faut voir si vous avez des enfants en bas âge ou non. Donc, selon ça, il faudra prendre vos dispositions. Donc, si vous décidez de partir, si vous avez plusieurs enfants, c'est quand vous partez soit chez vos parents, soit vous louez un appartement et vous partez. Donc, il faudra voir un petit peu dans quelles circonstances vous pouvez faire ça. Mais un petit conseil quand même, consultez un avocat avant de faire vos démarches. Il vaut mieux toujours avoir une petite longueur d'avance parce qu'un départ, ça se prépare. On ne part pas du jour au lendemain comme une furie, ça se prépare, c'est quelque chose qui doit se préparer, en tout cas pour que tout soit correctement fait. Oui, d'ailleurs, c'est parce qu'on sent ça. À un moment donné, quand il y a des disputes, on sent à un moment donné que, tiens, le fil va craquer, là. Donc là, il faut prendre des dispositions. C'est ce qu'on a souvent en planning, hein, des personnes qui viennent demander des conseils en disant voilà, pour le moment je fais aucune démarche, mais au moins je sais ce qui m'attend, quoi. Parce qu'effectivement, souvent on a des idées préconçues et du coup on ne se décide pas parce qu'on a des informations fausses en fait, qui étaient peut-être vraies avant, mais qui ne le sont plus maintenant en fait. Ok, alors tu parlais de partir, il y a aussi le service VIF qui organise ça parfois, avec des logements un peu de transition en attendant de trouver un logement, parce que c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on peut en trouver. Non. Et ça arrive souvent lorsque des femmes sont vraiment violentées de manière physique et que vraiment c'est très grave. La police arrive sur place et on se rend compte qu'effectivement ça a été c'est le carnage comme on dit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La police prend immédiatement contact avec le VIF, donc violence intrafamiliale, qui dépend en fait du CPAS de Mons en l'occurrence ici, ou du CPAS de la région. Et à ce moment-là, il y a des logements qui sont mis en place, mais ce sont des petites chambres mis en place. Et là, vous avez des assistantes sociales qui vont recevoir la personne avec les enfants pendant 15 jours. Et je crois que le mandat, c'est 2 fois 15 jours. Et après, on va vers des maisons maternelles. Mais c'est plus facile, en tout cas, de passer par ce biais-là. Donc, c'est le VIF dans un premier temps. Et puis après, deuxième étape, c'est les maisons maternelles. Et puis après, ce sont éventuellement des logements sociaux. Bien sûr, il faut rentrer dans les conditions, c'est-à-dire avoir des enfants en bas âge et être un homme ou une femme, ça dépend.
Oui, mais c'est vrai que on parlait du vif. Vendredi, on présentera hein, ce que c'est le vif. On aura une petite présentation. Ici, je vais essayer d'incruster les numéros importants.